Je m'appelle Marc Leroy et j'ai 25 ans. Ce que je m'apprête à vous raconter n'est pas un conte de fées sur la réconciliation familiale ou le pouvoir du pardon. Il s'agit du moment où ma mère, Isabelle, s'est assise dans un auditorium avec 3000 personnes et m'a regardé rendre hommage à l'homme qui m'a élevé, tandis que ses mains tremblaient sous la réalisation de tout ce qu'elle avait détruit. Il s'agit du jour où mes parents ont appris que le favoritisme aveugle a des conséquences permanentes. Avant de vous parler de cette cérémonie de remise des diplômes, lorsque l'oncle Antoine s'est levé pendant mon discours et que le calme de ma mère s'est brisé devant tout le monde, je dois vous ramener à l'endroit où tout a commencé, l'allée de la rue des Tilleuls. Où mon frère jumeau se tenait à côté de l'audi détruite de notre père et me pointait du doigt, les larmes aux yeux, prononçant le mensonge qui diviserait notre famille pour toujours. Être jumeau semble romantique jusqu'à ce que vous le viviez, surtout lorsque vous êtes celui qui vit dans l'ombre. Mon frère jumeau, Adrien, et moi sommes nés à 11 minutes d'intervalle. Lui d'abord, moi ensuite. Ces 11 minutes auraient tout aussi bien pu être 11 ans, tellement nos parents nous traitaient différemment. Dès le moment où nous avons pu marcher et parler, Adrien était l'enfant prodige, le charmant, le sportif, celui qui ne pouvait rien faire de mal. J'étais le calme, l'intellectuel, celui qui préférait les projets scientifiques aux matchs de football. Pas mauvais, juste différent. Et aux yeux de mes parents, différent signifiait inférieur. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère? Ma mère, Isabelle, me demandait constamment. Adrien se fait des amis si facilement. Adrien est si confiant. Pourquoi dois-tu être si maladroit? Mon père, Philippe, était pire. Il entraînait l'équipe de baseball d'Adrien, assistait à chaque match et se vantait de chaque exploit. Quand j'ai remporté le concours scientifique régional 2 années de suite, la réponse de papa fut « c'est bien ». As-tu vu Adrien frapper 2 circuits hier? Le schéma était constant. Les succès d'Adrien étaient célébrés, les miens étaient reconnus. Les échecs d'Adrien étaient excusés, les miens étaient examinés à la loupe. Quand Adrien était collé pour s'être battu, c'était « des garçons qui se bagarrent ». Quand j'ai obtenu un AB+ en cours de sport, c'était « décevant » et « ne pas être à la hauteur de mon potentiel ». À l'âge de 13 ans, la dynamique était solidement établie. Adrien était le favori, et tout le monde le savait. Même Adrien le savait, et il l'exploitait sans pitié. Il cassait quelque chose et me blâmait. Il volait de l'argent dans le sac à main de maman et disait que c'était moi. Il commençait des bagarres à l'école et prétendait que je les avais provoquées. Et à chaque fois, nos parents le croyaient parce qu'Adrien était digne de confiance et que j'étais. Eh bien, j'étais juste Marc. Ton frère ne mentirait pas, disait maman, ne prenant même pas la peine d'écouter ma version. Arrête d'essayer de chercher des ennuis à ton frère, ajoutait papa, parfois sans même lever les yeux de son journal. J'ai appris à l'accepter. C'était mon rôle dans la famille, le bouc émissaire, la déception, le jumeau de l'ombre. Je me concentrais sur l'école, sur mon petit cercle d'amis qui me voyaient réellement, sur l'oncle qui vivait à 4 heures de route et nous traitait tous les deux de manière égale lors de ses rares visites. L'oncle Antoine était le frère cadet de papa, mais il n'aurait pas pu être plus différent. Antoine était professeur d'ingénierie dans une université d'État, célibataire, et dédié à son travail et à ses étudiants. Il venait peut-être 3 ou 4 fois par an, mais ses visites étaient des bouées de sauvetage. Il me posait des questions sur mes projets scientifiques, écoutait réellement mes réponses et me disait que j'étais brillant. Ne laisse personne te dire que le cerveau a moins de valeur que les muscles, m'a-t-il dit un jour où j'avais 11 ans, après que papa eut écarté un autre de mes succès scolaires pour louer le dernier trophée sportif d'Adrien. Le monde fonctionne grâce aux gens qui pensent, pas grâce aux gens qui lancent des balles. Souviens-toi de ça. Je m'en suis souvenu. Les mots de l'oncle Antoine étaient parfois la seule chose qui me donnait le sentiment d'avoir de l'importance. Puis vint le jour qui changea tout. C'était un samedi d'octobre. J'étais dans ma chambre en train de travailler sur un devoir de chimie quand j'ai entendu le crash. Pas un petit crash, un violent fracas de métal, un bris de verre qui a fait trembler la maison. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu l'Audi de papa, sa fierté et sa joie, la voiture qu'il lavait tous les dimanches et qu'il ne laissait personne toucher, encastrée dans le chêne de notre cour avant. Tout l'avant était froissé. De la vapeur s'échappait sous le capot. Adrien est sorti du siège du conducteur, l'air hébété. Il m'a vu à la fenêtre et nos yeux se sont rencontrés. Pendant juste une seconde, j'ai vu la panique sur son visage. Puis maman et papa ont fait irruption hors de la maison. Que s'est-il passé?
La voix de papa était presque un cri. Il se tenait là, fixant sa voiture détruite, son visage passant du blanc au rouge. Qu'est-ce que l'enfer s'est passé? Je suis tellement désolé, papa. La voix d'Adrien tremblait. Je suis tellement désolé. J'ai essayé de l'arrêter. Vraiment. Arrêter qui? Demanda maman, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à voir quelqu'un s'enfuir. Adrien me pointa du doigt, toujours debout à la fenêtre de ma chambre. Marc. Il voulait essayer de conduire. Il m'a supplié de le laisser faire. Il a dit qu'il ferait juste le tour du pâté de maison. Je lui ai dit non, mais il a attrapé les clés quand je ne regardais pas. Et j'ai essayé de l'arrêter, papa. J'ai couru dehors et j'ai essayé de le faire s'arrêter, mais il allait trop vite et il a heurté l'arbre. Si vous appréciez sincèrement cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, mais seulement si cette histoire résonne en vous. Ce n'est pas vrai, ai-je crié de la fenêtre, courant déjà vers l'escalier. J'étais dans ma chambre. J'ai fait mes devoirs pendant 2 heures. Mais au moment où je suis sorti, le récit était établi. Ne me mens pas, papa était immédiatement face à moi, plus en colère que je ne l'avais jamais vu. Tu as mis ma voiture en épave. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Je n'ai pas fait ça. J'étais dans ma chambre. Demanda Adrien. Il sait que je n'y étais pas. Adrien nous a déjà dit ce qui s'est passé. Maman me coupa, sa voix froide. Il a essayé de t'arrêter. Il a essayé d'être responsable. Et non seulement tu as volé la voiture, mais tu mens à ce sujet maintenant. Je ne mens pas. Adrien ment. Je me suis tourné vers mon frère, qui se tenait là avec des larmes coulant sur son visage, ayant tout l'air de la victime traumatisée. Dis-leur la vérité. Tu sais que je n'ai pas fait ça. Je t'ai vu, Marc, dit Adrien doucement, sa voix se brisant parfaitement. Je t'ai vu monter dans la voiture. J'ai essayé de t'arrêter. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi essaies-tu de me blâmer? Parce que c'est toi qui l'as fait. Je criais maintenant, désespéré. Tu as accidenté la voiture et tu me blâmes comme tu le fais toujours. Ça suffit. La voix de papa était définitive, absolue. Rentre à l'intérieur, maintenant. L'heure suivante fut un cauchemar. Papa a appelé la compagnie d'assurance et a signalé que son fils de 13 ans avait pris la voiture sans permission. Maman se tenait dans la cuisine, pleurant sur la façon dont elle avait échoué en tant que mère. Comment ai-je pu être si imprudent? Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Adrien était assis sur le canapé, reniflant occasionnellement, jouant parfaitement le rôle du frère inquiet. Je ne comprends pas, je répétais sans cesse. Pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Je n'ai pas fait ça. Je ne ferai jamais ça. La preuve est claire, dit froidement papa. Adrien t'a vu. C'est toi qui conduisais. Tu as accidenté ma voiture et maintenant tu mens à ce sujet, ce qui est en quelque sorte pire que l'accident lui-même. Vérifiez ma chambre. Mes devoirs sont toujours ouverts sur mon bureau. Vérifiez les horodatage sur mon ordinateur. Je faisais des recherches en ligne quand c'est arrivé. N'importe qui peut simuler ça, dit maman d'un ton désinvolte. Laissez une page ouverte. Descendre. Nous ne sommes pas stupides, Marc. Mais je ne l'ai pas fait. Ça suffit. Le cri de papa me fit tressaillir. Voici ce qui va se passer. Tu es privé de sortie pendant 6 mois. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas d'amis, rien. Tu iras à l'école et tu rentreras directement à la maison. Tu vas trouver un travail et me rembourser chaque centime de la franchise d'assurance, 2300 €. Et si jamais tu touches à ma propriété sans permission à nouveau, je te le ferai regretter. Comprends-tu? Ce n'est pas juste, ai-je murmuré. La vie n'est pas juste. Tu as fait un choix, et maintenant tu en subis les conséquences. Va dans ta chambre. J'ai regardé Adrien une dernière fois. Il a croisé mon regard, et j'ai vu, juste un éclair, la satisfaction, l'air suffisant. Il avait fait ça délibérément, et il s'en sortait indemne. Je suis allé dans ma chambre et j'ai appelé la seule personne qui, je pensais, pourrait me croire. Marc. L'oncle Antoine a répondu à la 2e sonnerie. Et mon ami, que se passe-t-il? Je lui ai tout raconté, l'accident, le mensonge d'Adrien,
la croyance immédiate de nos parents, la punition. J'ai essayé de ne pas pleurer, mais j'ai échoué. L'oncle Antoine a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Marc, j'ai besoin que tu me dises l'absolue vérité. Est-ce toi qui as accidenté cette voiture? Non, oncle Antoine. Je le jure. J'étais dans ma chambre à faire mes devoirs. Je n'ai jamais touché à la voiture. Une autre pause. Je te crois. Ces 3 mots m'ont fait fondre en larmes. Tu me crois. Je te connais depuis toujours. Tu n'es pas un menteur, et tu n'es pas imprudent. Adrien, par contre. Il soupira. Ce n'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive, n'est-ce pas? Non, mais il le croit toujours. Toujours. Je sais. Et j'ai essayé d'en parler à ton père, mais il n'écoute pas. Philippe voit Adrien comme le fils qu'il a toujours voulu, et toi comme. Je ne sais pas. C'est mal, et ce n'est pas juste pour toi. Qu'est-ce que je fais? Peux-tu tenir jusqu'à ce soir? Reste en sécurité. Reste dans ta chambre. Oui. Je vais appeler ton père et essayer de le raisonner. Si cela ne marche pas, nous trouverons une solution. Tiens bon, gamin. Il a raccroché. Je me suis assis dans ma chambre sombre et j'ai attendu. 30 minutes plus tard, j'ai entendu la voix de papa tonner en bas. Je me fiche de ce que tu penses, Antoine. C'est ma maison, mon fils, ma décision. Ne t'en mêle pas. La conversation a dégénéré. J'ai entendu la voix de l'oncle Antoine à travers le téléphone, plus calme mais insistante. Puis les mots finaux de papa, si tu continues à le défendre, tu n'es plus le bienvenu dans cette maison. L'appel a pris fin. La maison est devenue silencieuse. 1 heure plus tard, ma porte s'est ouverte. Papa se tenait là, son visage toujours rouge de colère. Fais un sac. Tu pars. Quoi? Ton oncle semble penser que tu es innocent. Il veut te prendre en charge. Bien. J'en ai assez de tes mensonges et de ton attitude. Tu as 30 minutes pour emballer tout ce que tu peux mettre dans un sac. Ensuite, tu quittes cette maison. Vous me mettez dehors? Ma voix était petite, incrédule. J'ai 13 ans. Tu es assez grand pour voler des voitures et mentir à ce sujet. Tu es assez grand pour vivre avec les conséquences. Mais maintenant. Il claqua la porte. Je suis resté figé pendant plusieurs minutes, essayant de comprendre ce qui se passait. Mes parents me mettaient dehors. À 13 ans, pour quelque chose que je n'avais pas fait. J'ai fait mes valises machinalement, vêtements, articles de toilette, un peu de livres, mon ordinateur portable, des chargeurs. J'ai laissé derrière moi les trophées, les photos, tout ce qui disait que cela avait été ma maison, parce qu'apparemment ça ne l'était plus. Quand je suis descendu avec mon sac, maman était dans la cuisine en train de pleurer. Adrien était sur le canapé, ne me regardant pas. Maman, ai-je essayé une dernière fois? S'il te plaît, crois-moi. Je n'ai pas fait ça. Elle ne voulait pas me regarder. Antoine est en route. Il sera là dans 4 heures. Attends sur le porche. Vous faites vraiment ça? Sors, Marc. La voix de papa était monocorde, sans émotion. Nous croyons ton frère. Nous ne te croyons pas. Il n'y a plus rien à discuter. Je suis sorti sur le porche avec mon unique sac et je me suis assis sur les marches. Il commençait à faire sombre. Le vent d'octobre transperçait mon sweat à capuche. Derrière moi, par la fenêtre, je pouvais voir ma famille, papa assis dans son fauteuil, maman lui apportant du café, Adrien allumant la télévision. Ils avaient l'air normaux, complets, comme si rien ne s'était passé, comme si je n'avais jamais existé. Je suis resté assis sur ces marches pendant 4 heures, regardant les voitures passer, me demandant comment ma vie s'était effondrée si complètement en une seule journée. Finalement, des phares ont tourné dans notre allée. Le camion de l'oncle Antoine s'est arrêté, et il est sorti, le visage contracté par une colère contrôlée. Marc. Il s'est approché et m'a pris dans ses bras. Je suis tellement désolé. Tellement désolé. Tu as conduit pendant 4 heures, ai-je dit dans son épaule. De toute évidence. Tu es mon neveu. Tu as appelé à l'aide.
Sortons d'ici. Il a pris mon sac, m'a guidé vers le camion, et nous sommes partis. J'ai regardé en arrière une fois et j'ai vu papa debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, nous regardant partir. Il n'a pas salué. Moi non plus. L'oncle Antoine vivait dans une petite ville universitaire à 4 heures de là. Sa maison était modeste, un artisanat de 2 chambres près du campus, mais elle était plus chaleureuse que la maison de mes parents ne l'avait jamais été. Tu prendras la chambre d'amis, dit-il lorsque nous sommes arrivés vers minuit. Demain, nous nous occuperons de l'école, du transfert de tes dossiers, de toutes ces choses administratives. Ce soir, tu dors. Oncle Antoine. Je l'ai arrêté alors qu'il se dirigeait vers sa propre chambre. Merci de m'avoir cru, d'être venu me chercher. Il me regarda avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, tristesse mêlée de détermination. Marc, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce que tes parents ont fait ce soir, c'est leur faute, pas la tienne. Tu n'as pas mérité ça. Tu n'as pas causé ça. Ils t'ont laissé tomber, et je ne vais pas te laisser souffrir de leur échec. Tu restes avec moi aussi longtemps que tu en as besoin, et nous allons nous assurer que tu aies toutes les opportunités de t'épanouir. Compris? J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Bien. Maintenant, va dormir. Demain, nous commencerons à construire ton avenir. Le processus légal a pris 6 mois. Mes parents ont accepté un arrangement de garde informel. Je vivrai avec l'oncle Antoine. Il conserverait les droits parentaux mais n'aurait aucune responsabilité financière. Ils ne se sont pas battus. Ils ont à peine participé au processus. Maman a appelé 2 fois au cours de ces 6 mois, demandant comment j'allais. Les conversations étaient maladroites, pleines de longs silences. Elle ne s'est jamais excusée. Elle n'a jamais dit qu'ils avaient fait une erreur. Elle a juste demandé si je m'installais bien avant de trouver des excuses pour raccrocher. Papa n'a jamais appelé une seule fois. Adrien m'a envoyé un message texte, désolé que les choses se soient passées comme ça. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire à quelqu'un qui avait détruit ma vie et ne ressentait aucun remords. L'oncle Antoine, pendant ce temps, a transformé mon monde. Il m'a inscrit à l'école secondaire locale, a rencontré des conseillers pour s'assurer que j'étais dans des classes avancées et a veillé à ce que j'aie tout ce dont j'avais besoin. Il m'aidait avec mes devoirs, m'emmenait dans des musées scientifiques et à des conférences, et encourageait mon intérêt pour l'ingénierie et la technologie. Tu es brillant, m'a-t-il dit un soir alors que j'étais aux prises avec un problème de physique particulièrement difficile. Tu as un esprit pour les systèmes complexes. Ne gâche pas ce don. Laissez un commentaire et faites-moi savoir d'où vous regardez. Votre soutien signifie tout pour moi. Sous sa direction, j'ai prospéré. Sans les comparaisons constantes avec Adrien, sans la pression d'être le jumeau décevant, je pouvais enfin être moi-même. Mes notes sont montées en flèche pour devenir des A. J'ai rejoint le club de robotique et l'équipe de mathématiques. Je me suis fait des amis qui valorisaient l'intelligence et la curiosité. Au lycée, je suivais des cours de niveau universitaire. L'oncle Antoine m'a appris la programmation, m'a initié au concept d'ingénierie et m'a poussé à voir plus grand. Centrale Paris, a-t-il dit quand j'avais 15 ans et que nous discutions des universités. C'est là que tu devrais viser. Le meilleur programme d'ingénierie au monde. Tu es assez intelligent. Je le sais. Centrale Paris coûte cher, ai-je dit. Je savais que l'oncle Antoine n'était pas riche. Il vivait modestement avec un salaire de professeur. Laisse-moi m'en inquiéter. Toi, inquiète-toi d'y entrer. J'ai travaillé de manière obsessive vers cet objectif, note parfaite, poste de leadership, projet de recherche, victoire en compétition. Chaque réussite était un pas de plus vers la preuve que je n'étais pas le bouc émissaire sans valeur que mes parents croyaient que j'étais. Ma famille biologique est passée au second plan. Maman appelait peut-être une fois tous les quelques mois, toujours brièvement, toujours superficiellement. Papa n'a jamais appelé. J'ai entendu par la famille élargie qu'Adrien avait des difficultés, notes médiocres, problèmes de comportement, difficultés avec l'autorité. Apparemment, sans moi pour blâmer, sa vraie nature devenait visible. Je n'ai rien ressenti en entendant cette nouvelle. Aucune satisfaction, aucune sympathie, juste rien. Ils étaient des étrangers maintenant. Quand ma lettre d'acceptation de Centrale Paris est arrivée avec une bourse complète,
l'oncle Antoine a pleuré. A vraiment pleuré. Je savais que tu pouvais le faire, dit-il, me serrant fort. Je suis si fier de toi, Marc. Tellement incroyablement fier. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, lui ai-je dit honnêtement. Tu m'as sauvé la vie. Non, dit-il fermement. Je t'ai juste donné l'espace pour te sauver toi-même. Tout ça, c'est toi, gamin. C'est tout toi. Central Paris était intense, stimulant et exactement là où j'étais à ma place. J'ai prospéré dans l'environnement académique compétitif, entouré d'autres esprits brillants qui valorisaient l'innovation et la résolution de problèmes. J'ai obtenu un diplôme en informatique et génie électrique, maintenu une moyenne pondérée cumulative de 3,9, et j'ai été recruté dans un laboratoire de recherche prestigieux ma deuxième année. L'oncle Antoine venait me voir chaque fois qu'il le pouvait, toujours fier, toujours solidaire. Il appelait tous les dimanches sans faute. Quand j'ai lutté contre le syndrome de l'imposteur, me sentant ne pas être à ma place parmi tous ces génies, il m'a aidé à traverser cela. Tu as mérité ta place là-bas, m'a-t-il rappelé. Au cours de ma troisième année, j'ai publié mon premier article académique sur les applications de l'apprentissage automatique en robotique. Il a été accepté lors d'une conférence majeure. L'oncle Antoine a pris l'avion pour ma présentation. Tes parents seraient fiers s'ils avaient le moindre sens, m'a-t-il dit après mon discours. Je me fiche de ce qu'ils pensent, ai-je dit. Et je le pensais. Au moment où j'ai obtenu mon baccalauréat, j'avais été accepté au programme de doctorat de Central Paris avec un financement complet. J'allais rester, continuer ma recherche et devenir le docteur Marc Leroy. L'oncle Antoine était également à cette remise des diplômes, applaudissant plus fort que quiconque lorsque mon nom a été appelé. Mes parents biologiques n'étaient pas là. Je ne les avais pas invités, et ils n'avaient pas demandé. Le programme de doctorat était éreintant, 5 ans de recherche intensive, d'enseignement, de publication et de défense de mon travail. Je me suis concentré sur l'intelligence artificielle et la robotique, développant spécifiquement des algorithmes d'apprentissage automatique pour les systèmes autonomes. Ma recherche était à la pointe, et à ma 4e année, j'avais publié cet article et remporté 2 prix majeurs. L'oncle Antoine continuait d'être mon pilier. Quand j'ai voulu abandonner lors d'un revers de recherche particulièrement brutal, il a conduit 4 heures pour m'emmener dîner et me rappeler pourquoi j'avais commencé. Quand j'ai défendu avec succès ma proposition de thèse, il a été la première personne que j'ai appelée. « Tu vas changer le monde, Marc », a-t-il dit. Je l'ai toujours su. À l'approche de ma défense de thèse, j'ai commencé à planifier l'étape finale, ma remise de diplôme de doctorat. Ce serait un événement majeur. La cérémonie de remise des diplômes de Central Paris est fréquentée par des milliers de personnes, avec des conférenciers distingués et une couverture médiatique importante. En tant que lauréat de 2 prix de recherche majeurs, j'avais été sélectionné pour prononcer un discours étudiant lors de la cérémonie de remise des toges doctorales. Je parlerai devant 3000 personnes, y compris des professeurs, des collègues diplômés et des familles. J'ai immédiatement envoyé son invitation à l'oncle Antoine. Tu seras assis au premier rang. Non négociable. Ce diplôme nous appartient à tous les deux. Puis j'ai reçu un courriel d'une adresse que je n'avais pas vue depuis 12 ans, isabelle.leroy.524@courriel.com. Marc, c'est ta mère. Nous avons entendu par ta tante que tu obtiens un doctorat de Central Paris. Nous sommes si fiers de toi et aimerions beaucoup assister à la cérémonie si tu peux nous envoyer des informations. Tu nous manques et nous espérons renouer le contact. Maman. J'ai fixé ce courriel pendant longtemps. Fier. Je leur manque ? Ils m'avaient mis dehors à 13 ans et m'avaient à peine parlé depuis. Maintenant que j'avais un doctorat de Central Paris, soudain, ils voulaient renouer le contact. J'ai montré l'oncle Antoine. Que devrais-je faire ? Il est resté silencieux un instant. Que veux-tu faire ? Une partie de moi veut les ignorer. Une partie de moi veut qu'ils soient là pour qu'ils puissent voir exactement ce qu'ils ont jeté. Alors laisse-les venir. Mais Marc, ne laisse pas leur présence voler ta joie. C'est ton jour, ta réussite. Tu l'as mérité, et tu mérites de le célébrer pleinement. J'ai répondu au courriel, 2 billets seront au guichet sous vos noms. La cérémonie est à 14 h le 15 mai. À bientôt là-bas. Maman a répondu immédiatement avec des remerciements et à quel point ils attendaient cela avec impatience. Aucune excuse, aucune reconnaissance des 12 années d'absence.
Juste de l'excitation à l'idée d'y assister. Je n'ai plus répondu. Le matin de ma remise de diplôme de doctorat, je me suis réveillé dans la chambre d'hôtel de l'oncle Antoine. Il était arrivé 2 jours plus tôt pour passer du temps avec moi avant la cérémonie. Nous avons déjeuné ensemble, et il m'a aidé à préparer mon discours. « Es-tu nerveux ?» a-t-il demandé. Terrifié, ai-je admis. Parler en public devant 3000 personnes n'est pas exactement mon point fort. Parle juste avec ton cœur. Dis la vérité. C'est tout ce que tu as à faire. La cérémonie a eu lieu dans la cour d'honneur, l'espace extérieur central de Central Paris, avec des sièges pour 3000 participants. Les doctorants portaient des toges noires avec des capuchons colorés représentant leur domaine. Le mien était orange pour l'ingénierie. La scène était aménagée avec un podium, le fauteuil du président de Central Paris et des sièges pour les invités de marque. Je suis arrivé tôt pour l'alignement processionnel. L'oncle Antoine m'a envoyé un message texte avec une photo de lui à son siège, au centre du premier rang, portant un costume et tenant une petite pancarte sur laquelle on pouvait lire « C'est mon fils ». J'ai eu les larmes aux yeux en la voyant. Alors que nous nous organisions par département, j'ai aperçu mes parents biologiques qui arrivaient. Papa avait l'air plus vieux, plus gris, moins imposant que dans mes souvenirs. Maman avait vieilli aussi, plus de rides autour des yeux, son expression incertaine. Il scannait la foule, cherchant probablement ma silhouette. On leur avait attribué des sièges dans la section C, rangée 7, de bons sièges, mais nulle part près de la position de l'oncle Antoine au premier rang. J'avais veillé à cela. La cérémonie a commencé avec un apparat traditionnel, la marche processionnelle, l'hymne national, les mots de bienvenue du président. Puis vint la cérémonie de remise des toges doctorales. Chaque candidat au doctorat était appelé individuellement pour recevoir sa toge de son directeur de thèse. Lorsque mon nom fut appelé, Marc Leroy, docteur en philosophie en génie électrique et informatique, les acclamations de l'oncle Antoine étaient audibles par-dessus les applaudissements. Je l'ai vu debout, applaudissant si fort que ses mains devaient lui faire mal. Cette pancarte ridicule tenue haut. J'ai aperçu mes parents biologiques aussi. Ils applaudissaient poliment, regardant autour d'eux comme s'ils essayaient de deviner qui était l'homme enthousiaste au premier rang. Après que tous les candidats eurent reçu leur toge, ce fut lors des discours. Le président de Central Paris parla, puis un ancien élève distingué, puis le moment que j'avais redouté et anticipé à parts égales. Et maintenant, pour représenter nos diplômés de doctorat, nous avons le docteur Marc Leroy, qui a réalisé des recherches révolutionnaires en intelligence artificielle et en systèmes autonomes. Docteur Leroy. Les applaudissements étaient substantiels alors que je me dirigeais vers le podium. 3000 personnes me regardaient, y compris les 2 qui m'avaient abandonné et celui qui m'avait sauvé. J'ai ajusté le microphone et j'ai commencé. Président Riff, chers invités de marque, professeurs, famille, et surtout, mes collègues diplômés. Merci pour cet honneur. Il y a 12 ans, j'étais un gamin de 13 ans debout sur un porche avec un seul sac d'affaires, regardant ma famille s'éloigner de moi. J'avais été mis à la porte de ma maison, accusé de quelque chose que je n'avais pas fait, étiqueté comme un menteur par les gens qui étaient censés me croire inconditionnellement. L'auditoire était silencieux, attentif. Je pouvais voir mes parents biologiques assis très calmement, commençant à réaliser où cela menait. Mon frère jumeau m'avait blâmé pour avoir accidenté la voiture de notre père. C'était un mensonge. J'étais dans ma chambre en train de faire mes devoirs quand c'est arrivé. Mais mes parents l'ont cru immédiatement. Ils n'ont pas enquêté. Ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas envisagé que peut-être, juste peut-être, le fils qu'ils favorisaient avait fait une erreur et la couvrait. Ils ont choisi leur camp, et j'ai perdu. J'ai fait une pause, regardant directement l'oncle Antoine, qui me regardait, des larmes coulant déjà sur son visage. Mais je ne suis pas resté seul sur ce porche longtemps parce que mon oncle, le professeur Antoine Leroy, a conduit 4 heures au milieu de la nuit pour venir me chercher. Il n'a pas hésité. Il n'a pas mis en doute mon histoire. Il a juste dit « Je te crois » et m'a ramené à la maison. Et pendant les 12 années suivantes, il m'a donné quelque chose que mes parents biologiques n'ont jamais fait, un soutien inconditionnel. L'oncle Antoine couvrit son visage de ses mains, les épaules tremblantes. Oncle Antoine, j'ai dû m'arrêter pour contrôler ma propre voix. L'auditoire était complètement silencieux maintenant. Certaines personnes pleuraient ouvertement. Chaque réussite que je célèbre aujourd'hui, chaque article publié, chaque prix remporté,
chaque problème résolu existe parce qu'un homme a vu un enfant de 13 ans effrayé sur un porche et a dit « Tu rentres à la maison avec moi ». Parce qu'un homme a choisi l'amour plutôt que la commodité. La responsabilité plutôt qu'un renvoi facile, et le dévouement plutôt que la biologie. Oncle Antoine, voudriez-vous vous lever, s'il vous plaît? Il s'est levé, essuyant ses yeux, l'air submergé. Voici le professeur Antoine Leroy, mon oncle par le sang, mais mon père par choix. Il est professeur d'ingénierie, un mentor pour des centaines d'étudiants, et la personne la plus importante dans ma vie. Il m'a appris que la famille n'est pas une question d'ADN partagé. C'est une question de qui est là, qui croit en vous, qui se bat pour vous lorsque le monde ou même vos propres parents se tournent contre vous. L'oncle Antoine pleurait ouvertement maintenant, sans prendre la peine de le cacher. Autour de lui, les gens applaudissaient. Papa. J'ai utilisé le mot délibérément, fort, clairement. Ce diplôme est autant le tien que le mien. Tu as financé mon éducation, soutenu mes rêves et m'as donné les bases pour réussir. Tu n'avais pas à faire tout ça. Tu as choisi de le faire, et ce choix a changé ma vie. Les applaudissements augmentaient. J'ai jeté un coup d'œil à mes parents biologiques. Les mains de maman tremblaient visiblement, pressées contre sa poitrine. Elle était pâle, fixant l'oncle Antoine avec une expression d'horreur naissante. Papa avait été rigide, sa mâchoire serrée, refusant de regarder qui que ce soit. Autour d'eux, les gens avaient clairement compris qui ils étaient. Les chuchotements avaient commencé, les regards. À mes parents biologiques, ai-je dit calmement, factuellement, qui sont ici aujourd'hui. Merci de m'avoir appris ce que je ne devais pas être. Merci de m'avoir montré que les titres ne font pas la famille. Merci de m'avoir abandonné pour que je puisse trouver quelqu'un qui ne le ferait jamais. Maman a fait un petit bruit, presque un halètement. Ses mains tremblaient si fort maintenant que les gens près d'elle le remarquaient, la regardant, reconstruisant l'histoire. Et à chaque personne qui écoute et qui a été abandonnée, désignée comme bouc émissaire, ou à qui l'on a dit qu'elle ne méritait pas d'être crue, vous avez de la valeur. Votre valeur n'est pas déterminée par des gens trop aveugles pour la voir. Trouvez votre professeur Leroy. Trouvez la personne qui conduira 4 heures au milieu de la nuit parce que vous avez besoin d'elle. Et puis construisez la vie que vous méritez, car c'est la meilleure réponse aux personnes qui vous ont sous-estimé. J'ai terminé mon discours avec les remarques traditionnelles sur nos responsabilités en tant que docteur, sur l'avancement des connaissances et le service à la société. Mais tout le monde savait que le vrai message avait déjà été délivré. Quand je suis retourné à mon siège, les applaudissements étaient retentissants. Des collègues m'ont serré dans leurs bras. Des professeurs ont hoché la tête avec approbation. Et l'oncle Antoine au papa était assis au premier rang, la tête entre les mains, submergé par l'émotion. La cérémonie a continué, mais je l'ai à peine enregistrée. Tout ce à quoi je pouvais penser était le regard sur le visage de ma mère biologique quand j'ai appelé l'oncle Antoine, papa. La façon dont ses mains tremblaient comme si elle avait été physiquement frappée. La façon dont mon père biologique était assis, figé, incapable de traiter ce dont il venait d'être témoin. Ils étaient venus dans l'espoir de renouer avec leur fils à succès. Au lieu de cela, ils avaient été publiquement identifiés comme les parents qui avaient abandonné un enfant à cause d'un mensonge et l'avaient perdu au profit de quelqu'un de meilleur. Après la cérémonie, il y a eu une réception dans la tente voisine. J'ai été immédiatement entouré de personnes me félicitant, professeurs, collègues diplômés, administrateurs de Centrale Paris. À travers la foule, j'ai vu l'oncle Antoine se frayer un chemin vers moi. Quand il m'a atteint, nous nous sommes tous les deux effondrés. Nous nous sommes tenus l'un l'autre dans cette tente bondée et avons pleuré, sans nous soucier de qui nous voyait. Je pensais chaque mot, lui ai-je dit. Tu es mon père. Tu as toujours été mon père. Et tu es mon fils, dit-il, la voix brisée. Mon fils. Je suis si fier de toi, si incroyablement fier. Nous avons été interrompus par un doyen qui voulait des photos, puis par des journalistes couvrant la cérémonie. Pendant tout ce temps, l'oncle Antoine est resté à mes côtés. J'ai vu mes parents biologiques une fois, debout au bord de la tente, l'air perdu. Les mains de maman tremblaient toujours. Elle continuait de les joindre et de les déjoindre, essayant de contrôler les tremblements. Papa avait l'air plus petit, comme diminué. Ils ne se sont pas approchés. Après environ 15 minutes, ils sont partis. J'ai reçu leur premier message cette nuit-là, un courriel de maman. Marc, nous n'avions pas réalisé.
Nous ne savions pas qu'Antoine était devenu si important pour toi. Nous pensions que tu reviendrais un jour. Nous pensions que lorsque tu obtiendrais ton diplôme et réussirais, nous nous réunirions tous et que ce serait comme si rien ne s'était passé. Nous avions tort. Tellement terriblement tort. Être assise dans cet auditoire, t'entendre appeler Antoine ton père, regarder toute ta vie se dérouler sans nous. Cela m'a détruite. Mes mains tremblent encore pendant que j'écris ceci. Ton père est dévasté, bien qu'il ne veuille pas l'admettre. Nous t'avons jeté à cause d'un mensonge. Nous avons choisi Adrien sans même enquêter. Et nous t'avons perdu. Nous avons tout perdu. Je ne sais pas comment réparer cela. Je ne sais pas si nous le pouvons, mais j'ai besoin que tu saches que nous sommes désolés. Nous sommes tellement, tellement désolés. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Maman. J'ai lu ce courriel 3 fois. Je n'ai ressenti non pas rien, mais presque. Une sympathie lointaine pour des gens qui avaient réalisé trop tard ce qu'ils avaient détruit. Je n'ai pas répondu cette nuit-là. Papa a envoyé son propre courriel 2 jours plus tard. Marc, c'est ton père. Je ne suis pas doué avec les émotions ou les excuses, mais ta mère a raison. Nous avons fait une terrible erreur. J'étais trop têtu pour admettre que j'avais mal choisi. Et au moment où j'ai réalisé qu'Adrien avait menti, trop de temps s'était écoulé. Je me suis dit que tu allais bien avec Antoine, que tu étais passé à autre chose, que tu n'avais plus besoin de nous. J'avais tort. Tu n'avais pas besoin de nous, et nous t'avons laissé tomber. Te regarder honorer Antoine comme ton père devant des milliers de personnes. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. La honte, le regret, la connaissance que j'ai jeté mon fils brillant par orgueil et favoritisme. Je n'attends pas le pardon. J'ai juste besoin que tu saches que je sais ce que j'ai fait, et que je suis désolé. Philippe Leroy. J'ai lu les 2 courriels pendant une semaine. L'oncle Antoine, papa, m'a trouvé en train de les fixer un soir. Ils t'ont écrit, a-t-il observé? Oui. S'excusant, demandant de renouer le contact. À quoi penses-tu? Je ne sais pas. Une partie de moi veut leur dire qu'il est trop tard. Une partie de moi se demande si je devrais au moins les écouter. Papa s'est assis à côté de moi. Marc, je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute. Quand Philippe t'a mis à la porte, quand il a choisi de croire Adrien plutôt que toi sans même enquêter, j'ai perdu le respect pour mon frère. Je ne pouvais pas comprendre comment un parent pouvait être si aveugle, si obstinément engagé dans le favoritisme qu'il détruirait son propre fils. Et en voyant ce que tu as accompli, en voyant l'homme que tu es devenu malgré ce qu'ils ont fait. J'ai été en colère contre eux pendant 12 ans. Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Mais je sais aussi que la colère et les rancunes vous rongent de l'intérieur. Je ne dis pas que tu dois leur pardonner ou les laisser revenir dans ta vie, mais peut-être que tu te dois de répondre, de leur dire exactement ce que tu ressens. De fermer cette porte définitivement si c'est ce que tu choisis, mais de le faire consciemment. J'y ai réfléchi pendant des jours. Finalement, j'ai écrit une réponse. Je l'ai envoyée et je me suis senti plus léger, comme si j'avais fermé une porte que je n'avais pas réalisé être encore entr'ouverte. Ils ont répondu avec plus d'excuses, plus de plaisir à reconsidérer, et plus de promesses qu'ils avaient changé. Je n'ai plus répondu. Finalement, les courriels ont cessé. J'ai 30 ans maintenant. Je suis professeur adjoint dans une université prestigieuse, enseignant et poursuivant ma recherche en IA et robotique. Mon travail a été cité des milliers de fois. Je construis la carrière dont j'ai toujours rêvé. Papa, oncle Antoine, à 58 ans, enseigne toujours, inspire toujours des étudiants, et toujours le meilleur père que je pourrais demander. Nous parlons presque tous les jours. Il vient souvent me rendre visite. Quand les gens me demandent ma famille, je parle de lui sans hésitation. J'ai entendu par la famille élargie qu'Adrien a des difficultés. Il a abandonné l'université après 2 ans, a rebondi entre des emplois, et a apparemment des problèmes de toxicomanie. Mes parents biologiques font face aux conséquences d'élever un enfant qui a appris que mentir et rejeter la faute le sauverait toujours jusqu'à ce que cela ne le fasse plus. J'éprouve une sympathie lointaine pour eux, mais rien de plus. Ils ont fait leur choix. J'ai fait les miens. Parfois, les gens me demandent si je regrette le discours de remise des diplômes, si je pense que j'ai été trop dur en faisant une déclaration publique aussi forte sur ma situation familiale. Je ne le regrette pas.
Ce discours n'était pas une vengeance. C'était la vérité. C'était honorer l'homme qui méritait d'être honoré et s'assurer que le monde savait que la famille est définie par l'action, pas par la biologie. Les mains de ma mère biologique ont tremblé quand j'ai appelé l'oncle Antoine mon vrai père parce qu'elle a finalement compris ce qu'elle avait jeté. Pas seulement un fils, mais un fils brillant, réussi, aimant qu'il aurait honoré de la même manière que j'ai honoré papa, si elle l'avait mérité. Elle ne l'a pas mérité. Papa, oui. Si vous lisez ceci et que vous avez été désigné comme bouc émissaire, blâmé pour des choses que vous n'avez pas faites, ou traité comme inférieur à un frère ou une sœur favorisée, s'il vous plaît, écoutez-moi. Leur cécité ne définit pas votre valeur. Leur incapacité à voir votre valeur ne la diminue pas. Trouvez votre professeur le roi. Trouvez la personne qui vous croira, vous soutiendra et se battra pour vous. Construisez votre vie avec leur aide, puis épanouissez-vous si complètement que les gens qui vous ont sous-estimé sont forcés de regarder depuis la ligne de touche. Je suis la preuve vivante que c'est possible. Et à papa, professeur Antoine Leroy, merci pour ces 4 heures de route au milieu de la nuit, pour chaque appel téléphonique du dimanche, pour chaque mot d'encouragement, pour m'avoir montré à quoi ressemble un vrai père. Tu ne m'as pas seulement sauvé d'une mauvaise situation. Tu m'as sauvé de devenir quelqu'un d'amer et de brisé. Tout ce que je suis, je te le dois. Je t'aime, papa. Les garçons.